L'hôtellerie de plein air, on en parle depuis quelques années. Un segment de marché qui a repris une sorte de dynamisme avec plein de nouvelles offres qui sont arrivées. Parce que quand on parlait d'hôtellerie de plein air, on pensait plutôt au camping, etc., etc. Alors quelques chiffres qui sont quand même assez intéressants, c'est que la France est le deuxième parc de camping au monde après les États-Unis. J'ai appris ça à travers cette enquête. Que 41% des campings sont détenus par des indépendants. Voilà, encore un métier très fort en indépendant. Et que ça représente plus de 141 millions de nuitées enregistrées pour la saison d'été 2023. Et que c'est un marché qui est en progression depuis 4 ou 5 ans de manière très forte, avec de nouvelles offres qui sont apparues. Je vais commencer par vous, Emmanuel, pour que vous nous présentiez votre activité à travers le camping, pas le camping, l'hôtellerie de plein air. Oui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, on a créé avec mon associé Gaspard Coucou Cabane il y a 17 ans. Donc c'est pas si récent. À peine majeur. Voilà, c'est ça. C'était en 2008, au fin fond de la Franche-Comté, entre Vesoul et Besançon, donc dans un coin moyennement touristique, et malgré tout une offre qui a fait ses preuves et qui a commencé là-bas. Alors dans le monde de l'hôtellerie de plein air, on a effectivement une niche parce que le gros de l'hôtellerie de plein air est représenté par le monde des campings. Et nous, on est sur un plus petit marché. On est acteur de référence sur notre plus petit marché, puisque pendant ces 17 années, on a développé 6 lieux qui sont en Franche-Comté. On a 2 sites en Franche-Comté, un en Haute-Saône, l'autre dans le territoire de Belfort, à la frontière suisse, donc dans des milieux assez ruraux. On a 2 sites dans l'Oise, au nord de Paris, un proche de Senlis et l'autre proche de Compiègne, au nord de Compiègne. On a un site dans le Vaucluse, en Provence, au nord d'Avignon. Et on a un dernier site en Corrèze, plus récent, près de Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est 6 lieux qui ont en commun d'être dans des environnements très naturels, très caractéristiques, des lieux assez exceptionnels qui sont d'une certaine superficie. Et dans ces endroits, on a développé entre 25 et 30 hébergements. Des hébergements qui sont des cabanes qui sont sur l'eau, qui sont sur pilotis au bord de l'eau, qui sont dans les arbres, qui sont sur pilotis dans des milieux plus forestiers, ou alors carrément perchés dans les arbres. Voilà, des cabanes, c'est très important de parler de cabanes. On adore notre ADN de cabane et on promet à nos clients une expérience d'immersion, de déconnexion, de lien avec la nature, très connecté avec la nature, ce qui implique beaucoup de choses ensuite dans notre exploitation, dans la décoration, dans l'ameublement et dans tout ce qu'on propose à nos clients. Et toi, Arnaud? Oui, Laurent. Le plein air. Du coup, nous, dans votre activité, ouais. C'est quelque chose qui est important, Nous, on a un client, pour l'instant, on n'a qu'un seul, mais on a un client vraiment qui fait des hôtels de plein air et pour lequel on travaille activement. On travaille avec lui, donc c'est le groupe Riviera qui est historiquement situé côté golfe de Saint-Tropez et qui est aussi en train de se développer sur d'autres hôtels de plein air sur côté Grand Ouest, qui du coup s'appelle le groupe Rivage de ce côté-là. Et ce groupe-là, il nous a confié des missions de réflexion autour des espaces communs de ces, parce qu'un hôtel de plein air par essence, on peut pas avoir la vision verticale d'un hôtel avec le lobby et les chambres au-dessus. Donc on a la chance en fait d'avoir des grands lobbies qui sont indépendants et qui permettent d'avoir une place et cette capacité à être aussi on va en parler suffisamment après, mais d'être entre l'intérieur et l'extérieur. Bref, ce client nous a confié ses réflexions sur les lobbies, les espaces communs dans les 3 hôtels de plein air qui viennent de s'ouvrir, Quiberon, à l'île de Ré et puis à Seignos, qui est encore en travaux.
Et il nous a aussi confié, on le verra parmi c'est les images qui passeront, sur la réflexion autour une future lodge cabanon. Là, il y a qu'une seule image à gauche. Je pense qu'à droite, c'était pour Fermob, mais là, c'est pas nous. Réflexion autour d'un cabanon. Ça, c'est pas nous. C'est pas vous. Ça, c'est Coco Cabane. Ah, on m'a mis plein de pièges dans cette présentation. Ouais, mais du coup, pour nous aussi, parce que ça, c'est pas nous. Hop. Ça, c'est pas nous. Eh ben, c'est fini. Hop. Eh ben, voilà. On vous a pas mis beaucoup de photos de vous. On en avait au début. C'est une réflexion autour ça c'est pas tout. D'un cabanon un peu hédoniste. Voilà, ça c'est nous. Ça c'est vous. Ouais, voilà. post un peu Corbusier. Enfin, vraiment cette image qu'on peut avoir de sa petite maison qu'il avait faite dans le sud. Et donc c'est un client avec lequel on travaille de manière récurrente. Et c'est extrêmement intéressant de bosser sur ces aspects-là parce que pour plein de, je pense qu'on va les aborder, mais pour plein de raisons. On va les aborder. Nous on est designers en plus, donc il y a plein de réflexions autour du mobilier en plus des réflexions qu'on peut avoir liées à l'espace et au plan. Et c'est bien. Enfin sans faire de mauvais jeu de mots, ça nous met un souffle d'air frais dans notre quotidien et c'est chouette. Et toi, Marie, en tant que AMO? L'hôtellerie de plein air, on a plutôt une image du camping. L'image du camping, jusqu'à présent, je pense qu'elle faisait pas beaucoup appel à des archis d'intérieur. Donc c'est formidable que ça change. On a peut-être une image un petit peu moins... Alors je sais pas, c'est haut de gamme, c'est pas forcément ça, mais en tout cas qui travaille le design du camping. Peut-être que c'était moins le cas jusqu'à présent, donc il y avait peut-être moins besoin de nous. Est-ce qu'on parle de camping quand on non, parle de justement, cabane? c'était pas le camping. Hein. Non, justement, c'est-à-dire qu'on parle d'hôtellerie de plein air, mais c'est pour ça que tu as commencé en disant que vous étiez une niche là-dedans, parce que c'est vrai que le plein air jusqu'à présent, on le voyait plutôt camping et que maintenant il y a une niche et que cette niche justement pour se démarquer, j'imagine aussi les cabanes, mais c'est de faire de plus en plus un peu du design, de l'esthétique aussi pour que j'imagine qu'il y a aussi une notion d'esthétique d'une manière générale et donc peut-être, tout ça pour dire que peut-être bientôt on va pouvoir commencer à travailler sur des projets comme ça et nous on en serait ravis. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en termes de fabrication, mais peut-être qu'on en parle après. Et Emmanuel, après donc une longue expérience, 17 ans, est-ce qu'il y a eu une évolution pendant ces 17 ans entre les premiers projets déjà chez vous et aujourd'hui, ou même vis-à-vis de la concurrence, de ce qui naît à droite à gauche? Alors, est-ce que ce sont des hôtelleries, je pense à la Cabane Perchée ou des choses comme ça, ou Oui. Il y a eu une évolution massive depuis le début. C'est vrai qu'on est parti d'hébergements insolites. On parlait beaucoup des cabanes dans les arbres et de ces hébergements insolites dans lesquels on venait passer une nuit, on venait avec son propre sac de couchage, avec son pique-nique. On dormait plutôt mal dans une cabane mal isolée. Mais c'était une expérience mais c'était une expérience un peu aventure qu'on faisait en couple ou avec ses enfants, surtout avec ses enfants d'ailleurs. Ses enfants, ouais. Et on était très contents et on revenait pas. Mais ça a fonctionné pendant un moment. Les acteurs qui sont restés sur ce créneau, honnêtement, souffrent quand même pas mal. On les voit faire pas mal de remises et d'essayer plutôt manœuvrer par le prix. Et puis en fait, ils disparaissent et c'est des gens qui ont eu beaucoup de mérite à l'époque et qui ont fait plein de trucs super, mais qui arrivent au bout d'une aventure. En général, c'est des gens monocytes. Il n'y a pas de logique d'entreprise ou de développement. Et donc, voilà. C'est à côté de Tours, où il y a eu un projet il y a 3 ou 4 ans. À côté de Tours, il y a un très beau projet. Très beau projet qui s'elle Loire Valley Lodge, peut-être, auquel vous pensez, où le mobilier, là, est très important. Très important, hein. En tout cas, cette hôtellerie insolite, elle a beaucoup évolué vers des projets beaucoup plus hôteliers. Avec de plus en plus de services, de plus en plus de confort. On développe une offre F&B sur laquelle on bosse de plus en plus sérieusement en s'entourant de professionnels. On fait du room service dans nos sites alors qu'on est sur 30 hectares avec des hébergements très espacés les uns des autres. Donc c'est pas évident, mais c'est un peu notre métier que d'avoir ces spécificités. C'est une sorte d'hôtel éclaté en fait. Un peu. C'est pas sans contrainte, mais voilà, on essaie de relever les challenges.
On apporte beaucoup de bien-être, du massage, ces fameux bains nordiques qui sont ces bains privatifs sur les terrasses, et de plus en plus d'expériences dans les cabanes, avec de la décoration, du textile, de la matière, évidemment une literie confortable, du mobilier qui est réfléchi, qui est sourcé, qui est tracé, qui est utile. Parce qu'on est dans des petits espaces, il faut pouvoir ranger, il faut pouvoir, voilà, faut que ce soit pratique, il faut que ce soit évidemment joli, authentique. On adore raconter des histoires à travers notre mobilier, qui est issu d'une filière locale ou qui est, voilà, qui raconte quelque chose du territoire. Petits espaces, que c'est une contrainte par rapport à une légalité, à des permis de construire, etc., etc. Oui. Les cabanes, elles font maximum 35 mètres carrés. Oui. Et en réalité, elles font souvent entre 20 et 25 mètres carrés pour deux, jusqu'à 35 mètres carrés pour les familles. Pour les familles. Non, c'est grand, 35, je disais. 35, c'est grand, ouais. C'est grand. Ouais, il n'y a pas beaucoup de chambres d'hôtel qui font cette taille-là non plus. Non, mais c'est vrai, mais dans les 35 mètres carrés, on a 5 couchages. Ah oui, t'as 5 couchages, ouais, parce que c'est vrai que ça fait 5-6 couchages. Et pourquoi rester sur ces dimensions-là? Parce que vous pourriez, parce que c'est pour faciliter des problèmes d'aménagement, d'installation. En fait, on n'a pas le droit. En fait, pas le droit. Nous, d'un point de vue réglementaire, ça je sais pas si c'est passionnant, mais on est des habitations légères de loisirs. Dans des parcs résidentiels de loisirs. Pour le coup, les parcs résidentiels de loisirs, c'est la réglementation camping. Et dans les campings, les hébergements sont des HLL, habitations légères de loisirs, et font maximum 35 mètres carrés. Sinon, ce sont des constructions et ça dépend d'une autre législation, réglementation, d'autres contraintes. Et toi, Arnaud, ton expérience sur ce type de projet, c'est une approche complètement différente par rapport à un projet classique, soit d'hôtel, soit d'appartement, soit d'espace, ou c'est la même démarche, c'est la même... La démarche, c'est la même, parce qu'en fait, nous, dans la plupart des projets, de toute façon, on essaye de dessiner les objets, les pièces de mobilier et d'agencement, et c'est juste, tu changes effectivement de direction, et tu te rajoutes des contraintes, comme tu pourrais l'avoir dans d'autres... Enfin, pas comme tu te rajoutes d'autres contraintes. Donc là, sur les projets qui nous intéressent, c'est de se dire que ce sont des pièces qui évidemment vont devoir être beaucoup plus liées à l'extérieur. Donc là, on évoque plutôt les hôtels de plein air sur lesquels on a travaillé, c'est dirigé vers le maritime. Donc forcément, c'est pas du tout le même environnement que quand on est à la campagne, on va dire. Et du coup, ces pièces-là doivent être réfléchies, travaillées pour pouvoir être déplacées facilement, intérieur, extérieur. Donc le matériau doit être pérenne, le matériau doit être imputrescible. Mais c'est des démarches qu'on a, j'ai envie de te dire, peu importe le sujet. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais on les a dans tous les cas. Là, en revanche, je trouve que c'est des démarches qui sont plus intéressantes. C'est que on est finalement sur à l'échelle aussi de ces petites cellules-là, sur de la préfabrication. Et dans ce cadre-là, nous, il y avait une démarche de réflexion avec vraiment le fabricant du cabanon, qu'on n'a pas forcément, qu'on a autrement sur la coque d'un hôtel. Mais là, il y avait vraiment des réflexions d'industrialisation, où encore une fois, notre rôle de designer était un peu clé, parce que il fallait prendre en compte le dimensionnement des panneaux. Du coup, nous, on aime bien parce que ça nous permet d'avoir le calpinage qu'on veut, où on veut, et le recoupement des joints au sol avec le calepin des panneaux. Ça, c'est chouette, parce que c'est pas des réflexions qu'on a habituellement. Donc ça nous change quand même d'univers et ça nous change de contraintes. Et encore une fois, ça permet de développer d'autres dessins, d'autres matérialités, d'autres mises en œuvre de la matérialité. Et voilà. Et au-delà de l'aspect construction et aménagement, je pense qu'il y a la notion de service qui est très importante, et de l'offre de service ou d'animation que vous proposez, ou c'est comme pour un hôtel classique où il y a véritablement une offre que vous développez au sein de votre entreprise? Alors, nous, nos clients, ils viennent souvent pour une occasion particulière, ils viennent pour fêter quelque chose, pour un anniversaire, et ils viennent vraiment pour une expérience en famille, en couple. Alors, cela dit, on a de plus en plus de clients B2B. C'est pour ça qu'on développe de plus en plus nos bâtiments d'accueil
nos salons, nos salles de séminaire et avec des sujets de mobilier qui sont hyper importants parce qu'il faut que ce soit modulable, pratique, léger, intérieur, extérieur. Mais non, dans l'offre pour nos clients, ils viennent pour une expérience de très nature, de contemplation. Ils viennent au calme. Quand les parents viennent avec leurs enfants, ils sont hyper contents dans leur cabane. Parce que c'est différent, c'est hyper dépaysant. On propose des jeux en bois. Il y a la découverte des paniers petit-déj, des paniers dîner. Ils y restent. Ils y restent. On a les bains nordiques qui occupent beaucoup aussi. Et on se promène sur le site, qui est un joli site avec des grands plans d'eau, des perspectives, des jolies promenades. Justement, est-ce qu'il y a des parcours? Est-ce qu'il y a des, oui, il y a des parcours, des guides expliquer on passe un temps fou. Les arbres, la faune? Ouais. On est dans des lieux très naturels. Et donc avec un devoir d'exemplarité sur la conception de nos projets. On doit avoir des projets qui soient respectueux des lieux dans lesquels on s'implante, et même des projets très engagés. Alors depuis 5 ans, on est devenu quasiment plus une entreprise au service de l'environnement qu'une entreprise d'hôtellerie. Enfin, en tout cas, c'est vraiment deux métiers pour Coucou Cabane aujourd'hui. Et sachant qu'on bullshit pas, on peut pas. Enfin, on est en vérité très engagé dans des plans de gestion environnementaux, dans des obligations réelles environnementales, qui sont des actes notariés avec des associations environnementales, etc. Oui. Et donc, voilà, toute cette connaissance des milieux dans lesquels on est, parce qu'on étudie beaucoup avant d'implanter nos projets, on la restitue à nos clients à travers des livrets et des guides faune flore, et ça anime le séjour de nos clients. Et on pense que, voilà, le projet hôtelier, il peut aussi participer à la reconnexion entre l'homme et la nature. Apprendre des choses aux enfants. Mais vous pourriez proposer de la cueillette, de reconnaître, ou pas jusque-là? De la cueillette, pas non. Encore. Non, on aime quand nos clients restent sur nos sentiers, vont pas trop piétiner les sous-bois et les forêts. Ils sont pas non plus tellement invités à se baigner dans les plans d'eau parce que on n'a pas envie de surveiller la baignade. D'accord. Et puis c'est contraignant pour l'environnement aussi. Ça crée du bruit, du mouvement, et c'est pas idéal. Et ensuite, en termes d'activité, on se repose beaucoup sur ce qui se passe sur le territoire. On préfère proposer des offres qui existent chez des partenaires en local. Mais nous, nos sites sont paisibles et invitent à la contemplation, au ressourcement. Est-ce que vous trouvez ce qu'il vous faut, ou vous êtes obligé de faire du sur-mesure, de demander, ou est-ce que dans l'offre mobilier qui existe, est-ce que vous arrivez à trouver, ou c'est toujours du sur-mesure? Si tu me permets de répondre là-dessus, c'était important pour nous que ce soit du sur-mesure parce que c'était quand même une offre qui était volontairement, en tout cas je dis cabane, mais du coup sur le cabanon qu'on a fait, on l'appelle plutôt le cabanon qu'on a fait, d'avoir vraiment un mobilier qui soit dessiné pour cet espace-là. Et dans ce cadre-là, c'était important pour nous d'avoir un bon acteur. On s'est fait, on a été directement voir Ligne Rosée Contract parce qu'on savait qu'ils avaient les compétences justement oui, ils sont pas du tout là. Je fais pas du tout de pub pour eux, bien sûr. Non. Mais le fait est que on avait besoin aussi d'avoir ce regard de leur part sur du mobilier. On est sur du bois brut. Et un bois qui est dense pour pouvoir être intérieur-extérieur, c'est pas si simple en France de trouver des gens qui vont fabriquer un coût qui est, on va dire, normal pour ce type de mobilier. Et aussi, on le voit pas sur les photos, mais on a travaillé sur un canapé qui est censé pouvoir aller être intérieur-extérieur. Et pareil, en fait, cette capacité et on a fait aussi les lampes sur mesure avec eux. Enfin, on a fait pas mal tous les éléments de mobilier en fait à l'intérieur sont faits par Ligne Rosée Contract. Et c'est bien de dire qu'on peut se faire vraiment entourer par ce type d'entreprise sur des sujets qui sont relativement nouveaux. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas dessiné avant de mobilier extérieur en bois et en textile et spécifiquement pour un hôtel, et c'était intéressant l'échange évidemment qu'on a eu et toute l'expertise qu'on leur a demandé sur les bons textiles à utiliser par rapport à évidemment la durabilité, on voulait quand même que le textile soit tendu, enfin tous les sujets qu'on peut avoir quand on dessine des canapés, et on a eu des bonnes réponses. Et vous, Emmanuel, quand vous êtes sur un projet, c'est compliqué de trouver l'élément qui correspond justement à ces contraintes d'usage, de petitesse d'endroit, d'extérieur. Donc c'est que du sur-mesure. Comment vous collaborez avec les fabricants de mobilier?
Alors, je vais faire plaisir à Marie. Il plante des chaises. Notre mobilier qui, elle pousse tout seul, notre mobilier qui va le mieux, c'est effectivement les arbres dans lesquels on est implanté. Bon, pour certaines cabanes, pour les cabanes perchées, on repose sur l'arbre, donc l'arbre il est fondamental. C'est l'ancrage au sol et donc parfois il traverse la cabane. Et l'expérience est. Et tu peux t'asseoir dessus, tu mets une petite tablette et ensuite, tu t'assieds dessus. Ensuite, on a d'autres cabanes qui sont perchées dans les arbres avec des grosses charpentières, donc à 12 mètres de haut, qui servent effectivement de bancs et de sièges. Et ça, l'expérience, elle est très chouette. On monte depuis la terrasse de la cabane, on monte sur un petit promontoire pour aller prendre l'apéro, encore un peu plus haut dans l'arbre. Et donc, on se repose beaucoup sur l'arbre. Bon, on peut pas faire tout notre mobilier autour des arbres évidemment, mais parce que la literie, c'est comment? C'est des lits ou c'est des hamacs ou c'est des... Non, la literie, c'est des vrais lits. Des vrais lits. C'est des vrais lits avec des sommiers en général, soit directement achetés dans le commerce, soit en bois designé sur mesure. Et sur le mobilier extérieur, c'est objectivement assez galère de se sourcer. C'est du mobilier qui souffre beaucoup, qui est dehors en permanence, dans des milieux humides, qui est à l'ombre, sous les feuilles, sous les arbres, et en plus qui sert de support pour les repas, donc qui est assez maltraité par les clients. Et donc franchement, il faut des choses robustes. On n'a pas encore trouvé de solution miracle et on est robuste et réparable aussi, puisque c'est ce que tu dis, même si c'est très robuste, de toute façon l'environnement fait que c'est vite abîmé, donc il faut que ça puisse être réparable, réutilisable assez facilement. Je sais pas si par rapport aux entreprises du contract, c'est un peu, ça rejoint la question que Martin posait tout à l'heure, qui est celle du SAV d'une certaine façon aussi. C'est-à-dire une fois que tu as acheté, est-ce que tu peux réparer toi-même ou est-ce que tu dois faire appel aux entreprises qui ont vendu pour réparer, auquel cas ça nécessite une logistique supplémentaire, ou est-ce que tu peux le faire toi? J'imagine que ça entre en ligne de compte quand tu choisis un meuble, de pas devoir, que tu puisses le réparer toi-même et que tu sois pas obligé de le renvoyer chez le fabricant, même s'il est local, il est quand même pas sur place et que ça nécessite une logistique particulière. Donc, j'imagine que dans l'acte d'achat, il y a l'achat initial et sur toute son opérabilité. Ouais, voilà. Qui doit être prise en compte et que c'est pas si facile. Parce que même s'il y a beaucoup de fabricants qui font des progrès en extérieur, on sait que c'est pas, que ce soit les tissus ou le bois, ça aussi assez, même si on a beaucoup qui sont pour l'extérieur, ils nécessitent d'être traités tous les ans, non? Donc il y a quand même beaucoup d'entretien à prévoir. C'est vrai que ça dépend aussi, encore une fois, de l'environnement dans lequel tu le mets. Hein. Comme tu disais, si t'es à l'ombre, si t'es à côté d'un lac, enfin si t'es en présence humide, plus délicat, ou plus humide ou en plein soleil, ou en plein mistral. Ou en plein soleil, ou en plein mistral, ça, enfin, on a des mobiliers extérieurs qui trinquent et il y a rien de pire que d'avoir un mobilier extérieur qui est en sale état, qui est bancal et qui est branlant. Et donc on a quelques partenariats avec des artisans qui nous ont fait du mobilier sur mesure, qui est super, de bonne qualité. On raconte une jolie histoire locale aussi. Par contre, c'est du mobilier qui est très lourd, qui est assez cher, et qui est pas très pratique, mais qui envoie une belle image. Voilà, on est. Ce qui est quand même intéressant, c'est ce qu'on se disait tous quand on préparait aussi cet échange, c'est que c'est des sujets qui n'existaient pas avant. En fait, il y a une vraie, alors le mot est un peu galvaudé, mais hybridation de ce qui se passe en plein air. Donc, on appelle hôtel de plein air, peu importe finalement la typologie d'hébergement, mais ça, ce sont des questions qui sont intéressantes maintenant parce qu'elles n'existaient pas avant, parce qu'on était ou sur du camping ou, comme tu disais, sur de la cabane. Tu posais la question, le lit, c'est quoi vos lits? C'est un hamac. S'il te plaît, sois un petit peu sérieux, quoi. Le mec qu'on a mis à côté, en face de toi, il fait pas des hamacs. Non, mais on pourrait très bien dormir dans un hamac. Oui, on pourrait, mais bon, on est en train de parler de gens qui doivent passer plus d'une journée l'été dans ma maison. Bref. Voilà. Non, mais au-delà de ça, c'est bien, enfin, c'est intéressant de voir toute l'évolution, en fait, de ce marché, en tout cas de cette section de l'hôtellerie qui bouge et qui prend des codes de l'hôtellerie, qui lui aussi évolue, et en fait tout ça s'hybride parce que les hôtels aussi
dito classiques, ils vont peut-être ils ont envie d'aborder les choses autrement, ils ont envie d'avoir dans leur image quelque chose de beaucoup plus ouvert. On parle de l'hôtel de plein air là, mais on pourrait parler des hôtels qui incluent des activités liées à l'environnement dans lequel ils sont, qui ont justement envie de montrer qu'ils sont pas, qui sont des hôtels encore une fois ouverts vers l'extérieur, vers des activités qui sont liées à un environnement, et tout ça est en train d'évoluer. Oui, après, ça peut être un moyen pour un hôtel classique d'étendre et de construire quelques cabanes dans son parc, parce que même au-delà de la cabane. Je sais que la famille Gardini au Crayères y a réfléchi. Je crois qu'ils l'ont toujours pas fait, mais même au-delà de la cabane, t'es pas obligé d'être sur de la cabane pour que ces réflexions-là, elles viennent un peu chatouiller toute l'image que tu peux avoir d'un hôtel classique. Ouais. Mais vos implantations, elles sont dans des parcs publics, privés? Vous êtes propriétaire des terrains? Vous êtes On a tous les cas de figure. Tous les cas de figure, ouais. D'accord. Mais on a tous les cas de figure. Soit on est sur des terrains qui appartiennent à la collectivité, à des mairies ou à des Comcom, soit c'est des terrains privés. Donc ça, c'est des baux à négocier avec eux. Ouais. Et l'entreprise est soit locataire, soit propriétaire des sites. Ce qui est sûr, c'est que on a des clients qui payent entre 250 et 450 euros la nuit dans la cabane, qui viennent pour une occasion vraiment particulière. Si on veut venir un vendredi, un samedi soir, il faut s'y prendre 3, 4, 5 mois à l'avance. Donc on a des clients qui ont quand même une attente forte. Et nous, clairement, on veut qu'il y ait cette impression waouh quand les gens rentrent dans leur cabane. Et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus et on conçoit de plus en plus nos cabanes avec des professionnels, avec des décorateurs d'intérieur, avec des architectes. Là, on est en train de bosser sur 4 nouveaux sites. Mais on pourrait imaginer ça en montagne, en bord de mer, en d'autres lieux que dans la forêt, ou on n'a jamais vocation à s'installer dans des endroits vraiment greenfield, dans des lacs de montagne ou dans des forêts vierges. On aime bien aller dans des lieux où il y a déjà eu une activité humaine, où il s'est déjà passé quelque chose et on est légitime. Et donc voilà, on bosse aujourd'hui avec le cabinet d'architectes AW2. Oui, Reda. Hein. Reda et Stéphanie. Et c'est pour vous dire que voilà, on réfléchit de plus en plus à ce qui se passe à l'intérieur de la cabane et à l'expérience stylée et hôtelière. Eux, en plus, ont une large expérience sur des projets qu'ils ont fait à travers le monde. On est content parce qu'ils travaillent peu en France. Oui. Et je crois qu'ils sont contents de le faire à travers nos projets. Voilà. Je vous le confirme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est effectivement impossible. En fait, c'est hyper contraint. Déjà, on a un nombre maximum d'hébergements par site. Et ensuite, on a des implantations qui sont géolocalisées au point GPS près, parce que, encore une fois, les inventaires faune-flore qu'on fait en amont des projets, ils deviennent très contraignants pour l'implantation des cabanes. On évite certaines zones humides, on évite certaines espèces de faune, de flore, etc. Et donc, nos cabanes, c'est des points précis qui sont cadastrés. Et effectivement, il y a le sujet des réseaux. Toutes les cabanes sont raccordées à l'eau et à l'électricité. Et donc, déplacer une cabane, non, c'est pas une option. Merci. J'aime beaucoup votre travail déjà, le travail du studio, et je salue sa contemporanéité. Je vois que vous dessinez, et tu l'as dit tout à l'heure, des chaises, que vous êtes designer. Moi, je ne suis pas designer, mais je sais tout ce que ça implique en termes de travail, de prototypage, de production, etc. Je me demandais si vous arriviez dans le cadre d'un projet hôtelier à rentrer, donc tu parlais de prix normal, on va pas forcément s'étendre sur ce sujet qui est un peu libre d'interprétation, on va dire, mais si vous arriviez à rentrer dans le prix donc normal d'une chaise et dans les contraintes de délai, on parlait tout à l'heure des délais très courts pour l'ouverture. Non, mais ça m'intéresse. Je ne suis pas designer, j'ai pas vocation à l'être, et je me garderais bien de dessiner une chaise, mais ça m'intéresse. Sur typiquement la chaise et le tabouret haut, c'est les pièces quasiment impossibles à faire sur un timing d'un hôtel, parce que t'as 1000 choses à voir et c'est évidemment hyper compliqué. Là, on le savait dès le départ, donc on a travaillé dessus très vite, et on savait dès le départ que, pour des raisons, encore une fois, je disais, de positionnement, mais de réelle esthétique à montrer, Julie,
C'est hyper important ce qu'on raconte avec... Non mais en gros là-dessus on a vraiment axé notre travail parce qu'on savait qu'on voulait faire ça et tu sais jamais à la fin parce que tu sais pas si on s'est donné on va dire une chaise catalogue en concurrent qui passait dans le budget du client et qui passait par rapport à l'environnement et le but ça a été de faire en sorte de rentrer dans ce prix-là. Et là on a réussi, évidemment on n'y arrive pas toujours. Parfois le jeu c'est d'être un tout petit peu en avance sur le projet en se disant tiens j'ai dessiné une chaise qui pourrait convenir à ce projet et après il faut trouver le bon partenaire, c'est toujours pareil, c'est trouver le bon partenaire, mais il est évident que sur une chaise, c'est pas juste quelqu'un qui va le produire en un agenceur type, il faut vraiment avoir des personnes qui savent ce que c'est que faire une chaise puisque un agenceur de base ne saura pas le faire. Passer par une production donc sur mesure d'une chaise parce qu'elle répond à l'intérieur et à l'extérieur, qu'il y a peu d'offres qui répondent aux deux en même temps, est-ce que c'est passé par des concessions? Est-ce que des choix? Est-ce que ça a mis en défaut une autre partie du projet peut-être moins importante? Pas là. Sur ce projet-là, non. Et encore une fois, le fait d'être parti dès le départ, on va dire sur un prix cible, nous a permis de directement échanger, que ce soit à la fois avec le client ou avec le fabricant, d'être très clair sur ce qu'on voulait au départ. Et même sur la forme, en fait, on a dégagé un esthétique qui nous plaît, qui est conforme à notre ADN. En revanche, on a fait en sorte de pas avoir de complexité liée à des éléments de fraisage, de menuiserie qui pourraient porter le prix de la chaise vers le haut. Tout après c'est toujours la balance, c'est comment tu fais en sorte que ce que tu dessines évidemment te plaît, soit conforme au prix et pour autant soit pas trop ni trop bavard, ni trop complexe à produire et qui puisse être fait en série et qu'il y ait pas de cas. Enfin bon bref, tout ce qu'on ça passe toujours par une adaptation. Votre ambition à terme, Emmanuel, serait d'avoir combien de sites? On veut pas en faire partout. On veut pas avoir 50 sites. Mais vous voulez qu'en France ou vous voulez développer à tout prix? On veut que des sites un peu pépites. Donc ça limite vachement. Et puis les autorisations sont extrêmement compliquées à obtenir, sont très longues. Donc on deviendra pas un groupe avec 60 sites. Vous pourriez vous exporter. On travaille sur un projet depuis 5 ans en Italie. Dans un lieu exceptionnel et la réglementation italienne elle est pas dure, elle est très floue et donc elle est très libre à interprétation. Oui. Et moyennant quoi le résultat elle-même c'est très long aussi en Italie. Aussi quand c'est libre. Mais on aime beaucoup l'Italie. Oui. Et voilà, on a été sollicité pour d'autres projets un peu plus lointains, mais on a beaucoup à faire déjà ici et voilà, de manière raisonnable. Même si nos projets sont un peu fous malgré tout, parce que un projet de 25-30 cabanes, c'est 6 millions d'euros, 6-7 millions d'euros d'investissement. Oui. Donc c'est déjà pas mal. Très bien. Merci beaucoup.